Bonjour Alexandre, Salut Valentin. merci d'être chez nous à Cube 3 pour échanger avec nos startups de plein d'anecdotes, de plein de sujets de structuration qu'il faut bien faire quand on lance son projet. Vous allez dans ce podcast découvrir comment bien structurer vos projets, quand vous avez déjà structuré des projets, comment améliorer l'aspect fiscal de votre société, toutes les erreurs à ne pas faire, quel que soit votre stade de maturité et quelques anecdotes puisque Alexandre Lourimi est un partenaire de première date à Cube 3. Il est avocat fiscaliste au cabinet Orwell. Et ça fait quelques années que tu évolues dans le système de la crypto, du Web3, du numérique. Donc tu as plein d'anecdotes, plein de conseils. Alexandre, merci d'être là. Tu étais ce matin avec nos startups, désormais à cette table de podcast. Est-ce que tu peux te présenter et présenter Orwell en quelques mots avant qu'on rentre dans le vif du sujet, s'il te plaît? Eh ben, avec grand plaisir, merci encore pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de rencontrer les cubeurs. Ils ont plein de questions, ils sont super intéressés, ils sont super dynamiques et dans un cadre de plus en plus beau en fait. Merci Donc beaucoup. bravo à vous. Du coup, moi je suis Alexandre Lorimi. J'ai cofondé un cabinet, Orwell Avocat, qui est un cabinet qui depuis à peu près 8 ans conseille les projets et les investisseurs dans le secteur de la crypto. On a un positionnement très sectoriel. Mais on a plusieurs compétences. On fait, du droit des affaires et du droit fiscal. J'ai un associé, William Aurore, qui fait, du droit bancaire et financier, tout ce qui est autorisation auprès de l'AMF, de la CPR. Et j'ai un troisième associé, Romain Chili, qui lui fait du contentieux. Donc il défend, des victimes d'escroquerie, par exemple, parfois des personnes accusées d'escroquerie dans des contextes un peu particuliers, notamment dans des contextes de protocoles décentralisés. Et il fait aussi pas mal de contentieux commercial entre boîtes crypto. Voilà et effectivement, on a rencontré pas mal de situations, le secteur se professionnalise donc il y en a de moins en moins, mais il y a toujours, de la pédagogie à faire. Vous êtes né en 2017, c'est ça? C'est ça, fin 2017, officiellement, immatriculé en 2018 quoi, si on Ok. parle juridique. Et vous Mmh. avez eu cette idée de cabinet parce que à ce moment-là, il n'y a pas tout ce qui est PSAN, il n'y a pas tout ce qui est pacte, il n'y a même pas MiCA. La réglementation, c'est pas encore ce qu'elle était aujourd'hui. Et peut-être que vous étiez le seul, enfin, vous étiez le seul cabinet à le connaître aussi bien. Et c'est ça qui vous a donné envie de. Vous étiez quoi avant dans d'autres cabinets? Vous étiez en sortie d'études? C'était quoi la temporalité au moment de la création du cabinet Orwell? En fait, ouais, c'est ça, c'est un contexte totalement différent. Moi, je vivais à Londres, j'avais fini mes études, j'avais pas commencé à exercer. J'ai mon associé William O'Rourke, lui, qui travaillait, chez Blockchain Partners, qui a ensuite été racheté par KPMG. Il était, juriste là-bas, et une fois, il m'a proposé d'intervenir, c'était fin 2017, sur un talk, chez CoinHouse, chez la maison du bitcoin à l'époque et on était en Derek plein Larchevêque et Nicolas Louvet voilà, à c'est l'ancienne. ça et c'était le boom, en fait. On était, c'était, impressionnant quoi, la typologie des gens qui venaient écouter ce qu'on disait, et du nombre de personnes. En fait, la salle était pleine à craquer, il y avait des gens dehors, il y avait des retraités, il y avait des jeunes, il y avait tout type de personnes qui venaient s'interroger sur la fiscalité du bitcoin parce que c'est le moment où le bitcoin avait, je crois touché 20 000 à l'époque, et donc on s'est dit: «En fait là, il y a eu des cycles avant où le bitcoin a énormément augmenté, mais c'était vraiment le premier cycle où il y a une démocratisation qui allait au-delà, du cercle, d'initiés. Et donc qui dit démocratisation dit, problèmes juridiques un peu plus larges, notamment au départ fiscaux. Et donc on s'est dit: «Il y a besoin de conseils». William le constatait aussi parce qu'il accompagnait des projets. Il y a peu d'avocats qui donnent ces conseils. On est avocat, donc pourquoi pas monter un cabinet? Et ensuite, effectivement, dès l'année d'après, on a eu la réglementation PSAN en Ouais. 2018. On a eu la création d'un régime fiscal dédié aux cryptos, en 2019 et donc tout s'est, accéléré, quoi. Vous avez conseillé combien de personnes depuis la création du cabinet? C'est dur à dire, hein, franchement, c'est dur à dire parce que c'est un secteur où il y a aussi pas mal de projets one shot qui durent pas forcément longtemps, donc ça fait un volume de clients qui est assez important. Mais on a des clients fidèles depuis super longtemps, il y a des projets qui ont super bien fonctionné. Heu, donc c'est dur à dire, mais c'est, ouais, plus d'une centaine de projets, je dirais et des investisseurs particuliers, plusieurs centaines, quoi. Et le ratio de boîtes qui justement vous avez accompagné au début et qui ne sont pas allées jusqu'au bout, tu les as? Ils sont les mêmes que ce qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire peut-être 2 sur 10, 3 sur 10. C'est ces mêmes ordres de grandeur? Ouais, c'est peut-être même un peu moins. J'ai pas de statistiques précises en tête, mais je dirais qu'intuitivement, c'est un peu moins parce que dans la crypto, il y a aussi cet effet, cyclique où quand il y a une bulle, il y a pas mal d'opportunistes qui ont pas forcément de projet, mais qui Ouais. savent qu'ils vont pouvoir, faire levier sur la hype, quoi et donc il y a plein de projets, express, quoi, qui se montent et qui se démontent aussi rapidement. Et tu as déjà vu des projets où
tu as accompagné juridiquement la structure en te disant: «Voilà, ça va aller au tapis ce truc-là, mais bah, on me demande, je le fais»? Ça t'est arrivé ça où effectivement, tu avais des scepticismes sur certains des produits que tu as pu accompagner dès le début, quoi? Ouais, oui, oui, ben, honnêtement, nous, on est avocats, donc on n'est pas là pour juger, le fond du projet, heu, mais heu, mais on s'intéresse en premier lieu à la crypto avant même d'être avocat. Donc quand on nous pitch un projet, forcément, des trucs auxquels on croit, d'autres auxquels on croit moins, heu, mais on donne quand même un bon service juridique dans tous les cas, quoi. Et l'entrepreneur qui viendrait, aujourd'hui, par exemple, monter une plateforme d'échange en crypto, aujourd'hui où il y a Mika qui est en place, par rapport à cette même personne en 2017, tu lui donnerais les mêmes conseils? Ou est-ce que tu dirais: «Bah, non, effectivement, en 2017, c'était jouable, mais là, Mika, il faut», William O'Rourke, ton associé, nous disait l'année dernière, 500 000 € Mmh. day one pour avoir toutes les réglementations. Est-ce que là aussi, tu es en fait, en 7 ans, en 5, 7, 10 ans de cabinet, tes conseils, ils ont mué? Ouais, totalement, on est obligé de s'adapter à la réglementation. Et on a un conseil juridique, mais le conseil juridique, il doit servir l'opérationnel. Si, c'est juste du juridique pour du juridique, ça sert pas à grand chose. Et aujourd'hui, quelqu'un qui vient nous voir, qui a 0 fonds, qui, peut pas trop l'élever et qui veut créer, presque une banque, quoi, parce Ouais. qu'on est sur le même niveau de réglementation, heu, on va plutôt lui expliquer que ça va être compliqué. Hem, Ça va être compliqué et on pourra probablement pas l'accompagner. Après, là où c'est intéressant, c'est que il y a quelques années, tout le monde demandait un PSAN, même si c'était pas le cœur de métier de fournir des services sur actifs numériques. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut, faire un service et qui a besoin d'une brique service sur actif numérique va pouvoir se reposer sur des PSAN et donc va pouvoir contractualiser avec des PSAN pour, déléguer la partie régulée. Comme, si toi tu veux monter une marketplace, ben, tu ne demanderas pas forcément, un agrément PSP, prestataire de services de paiement, mais tu vas te raccrocher à un PSP existant et donc le marché, voilà, devient de plus en plus mature et c'est de moins en moins nécessaire d'obtenir un PSAN pour tout un tas de services, quoi. Ce matin, justement, tu étais avec, nos cubeurs de saison 2 qui commencent à arriver dans des phases de levée de fonds ou qui terminent leur levée de fonds, qui arrivent dans des structurations avancées. C'est quoi, la question qu'on t'a le plus posée, ce matin et qui est probablement la question qu'on te pose le plus en tant qu'avocat? Bah, sur le côté, financement, les questions qui reviennent souvent dans le secteur, c'est, bien sûr pour les boîtes qui flirtent avec la décentralisation, l'opportunité d'avoir un token. Parce que ça permet d'adresser, en fait, des investisseurs, spécifiques. Il y a des fonds spécialisés crypto qui vont être plus à même de vouloir, en fait, donner de l'argent à un projet en contrepartie de tokens. Parce que, ça leur permet d'avoir de la liquidité plus facilement, et donc de faire leurs gains, parfois leurs pertes, plus rapidement qu'avec un investissement en capital. Et donc la question qui revient souvent, c'est: «Est-ce que je dois faire un token? Est-ce que si je fais un token, je dois vendre ce token ou vendre des actions?» Et ce que j'aurais dit, ce que je pense, c'est que par principe, en fait, il y a 2 grilles d'analyse. Il y a une question très opportuniste, en fait, en fonction de ma cible, qui, je vais aller chercher pour, financer mon projet. Où là, effectivement, le fait d'avoir un token, ça pourrait être mis en évidence pour essayer d'avoir un financement plus vite. Mais si on raisonne sur la grille d'analyse plutôt long terme, je pense que la décision, elle doit être prise par rapport à des décisions opérationnelles et pas purement fondées sur le financement. Si un projet a besoin d'un token, que ça a une vraie utilité dans le projet, pourquoi pas en faire un et pourquoi pas, permettre d'adresser des fonds plus spécialisés. Mais si, le token est fait de manière purement opportuniste pour aller chercher une typologie d'investisseurs, bah, peut-être que ces investisseurs vont financer le projet, peut-être que ces investisseurs vont gagner de l'argent, mais à la fin, ils vont peut-être gagner de l'argent sur, la base d'utilisateurs que j'adresse et OK. donc je vais avoir un risque réputationnel qui me coûtera beaucoup plus cher que ce que j'ai pris en financement, quoi. Et c'est quoi le plus gros financement de startup que tu as accompagné avec, le cabinet? Bah, nous, on fait, on accompagne, des startups dans les levées de fonds à des stades plutôt précoces, en fait. Après, on travaille avec des confrères qui font que de la levée de fonds et donc on intervient surtout sur les pré-seed, les seed, donc ça va être, quelques millions d'euros, quoi. Et c'est quoi Mmh. la plus grosse erreur à ne pas faire quand on lève justement, 500 000, 2 millions d'euros? Beh, je pense que c'est plus une erreur, dans la structuration, c'est-à-dire qu'il faut aborder son financement comme une mission à part entière. Il ne faut pas que ce soit un truc qu'on traîne, tout au long de l'année, il faut se dire, «Voilà, je prépare, ma mon financement, je détermine ce dont j'ai besoin, quelles conditions je suis prêt à offrir pour obtenir ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire ma valorisation, les droits, contractuels que je suis prêt à céder», et ensuite essayer de ne pas dévier de cette direction qu'on s'est fixée au préalable.
d'aller chercher des investisseurs, éventuellement négocier si, bah, il y a des investisseurs qui sont plus séduisants que d'autres, mais au moins ça donne une ligne directrice et ça évite d'être un peu en errance de financement, à essayer de saisir les opportunités quand elles se présentent, sans se demander si c'est vraiment, bon pour la boîte et pour l'opérationnel, quoi. Donc je pense que l'erreur, c'est d'être mal préparé et de penser que le financement, on le subit et ça vient, comme ça. Le conseil, c'est plutôt de le préparer, d'être proactif et vraiment d'avoir un contrôle sur ce qu'on va chercher, quoi. Et de mettre une date de closing et de ne faire que ça Exactement, pendant. sur la période de souscription, c'est la même chose, ouais. OK, et C'est ceux ça. qui s'interrogent entre equity et BSAR, est-ce qu'il y a, une réponse, systématique ou est-ce qu'il y a un truc cas par cas? Et si c'est cas par cas, on se base sur quoi pour savoir si on fait equity ou BSAR? Ben, c'est toujours un peu cas par cas, parce qu'il y a des gens qui vont avoir des besoins très spécifiques. Mais quand on regarde les chiffres, et je vais remontrer un peu les statistiques à ce niveau-là, en fait, en dessous de 1 million d'euros de levée, il y a 90% des entrepreneurs qui passent par un SAFE ou un BSAR, quoi. Donc, c'est une extrême minorité, les gens qui passent par l'augmentation de capital en dessous de ces montants, quand on est au stade de la pré-seed ou de la seed. Donc, voilà. Tout le monde a des circonstances particulières, mais la pratique, ça reste quand même le BSR. Les raisons sont simples, hein, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus flexible, il y a beaucoup moins de lourdeur en termes, de procédure et un argument auquel généralement heu, les entrepreneurs sont sensibles, c'est qu'il y a un délai entre, l'accord de principe et le moment où on a les fonds qui est beaucoup plus, court qu'en augmentation de capital, du fait de la procédure. Deuxième argument auquel, là, les entrepreneurs crypto sont sensibles, il est possible, même s'il y a des débats, mais la pratique le fait, de, d'obtenir les souscriptions de son BSA en stablecoin. Alors qu'en augmentation de capital, c'est beaucoup plus compliqué et ça se fait pas. OK, Voilà. et BSAR, c'est, juridiquement, si tu peux nous l'expliquer pour ceux qui sont peut-être moins familiers? Ouais, bah, deux grosses caractéristiques, je dirais, c'est que, en fait, l'investisseur n'achète pas des actions de la société, il achète, le droit d'en acheter plus tard. Donc ça, c'est la première caractéristique. Ça change pas grand-chose pour personne. En pratique, ça va changer, pour l'entrepreneur le fait que c'est pas vraiment des actionnaires, tant que le BSA n'a pas été converti en actions, donc ils auront pas être convoqués aux AG, les investisseurs. Ça peut être un peu plus simple à gérer, mais financièrement, ça revient au même parce que contractuellement, on fait en sorte que ça revienne au même. La deuxième grosse caractéristique, c'est surtout une caractéristique du côté R du BSA, parce qu'un BSA peut être pricé, c'est-à-dire pas avoir un prix, figé. Mais l'idée du R, c'est de ne pas figer le prix d'exercice, le prix d'achat de ses actions. Finalement, quelqu'un va nous donner, 100 000 €, mais il sait pas exactement combien d'actions, il aura le droit d'avoir pour 100 000 €. Il a une fourchette, un nombre minimum d'actions, un nombre maximum, qui est aussi du coup la fourchette de dilution, des fondateurs. Le nombre définitif, il sera figé finalement, lors d'un prochain tour de table. L'idée de ça, c'est de se dire au moment du BSR, le projet est très, très précoce, c'est compliqué de trouver un prix qui est juste et donc au lieu de le trouver et de l'arrêter maintenant, on va dire, qu'on donne une fourchette et que le prix qui sera arrêté, c'est celui qu'on arrêtera lors du prochain tour de table où la société sera un peu plus mature, et aura plus de données pour être valorisée. OK, et ça, c'est quand les choses sont bien faites. Mmh. C'est ce que tu expliquais ce matin. Là, en ce qui concerne la levée de fonds. Après, si tu récupères des projets un peu plus matures, c'est quoi la plus grosse dinguerie que tu as vue? Genre quelqu'un qui a frappé à ton bureau en mode: «Voilà, je suis dans cette situation-là», et tu as fait le pompier en mode essayer d'éteindre la problématique le plus vite possible. Ça serait quoi cette erreur-là? Bah, des erreurs sur le côté, sur la structuration, de projets, on en voit pas mal, principalement, des sujets de conflit entre associés, à différents niveaux et c'est logique parce que quand on monte un projet, c'est quand on se marie, quoi. C'est un peu délicat de mettre sur la table le contrat de mariage et de parler ça casse le charme Ouais. du projet, quoi. Mais pourtant, c'est un truc indispensable. Nous d'ailleurs, j'ai 2 associés et ce qui est cool, c'est qu'on peut parler librement des droits et des obligations de chacun et je pense que c'est un passage obligé. À chaque fois les fois où ça s'est mal passé, c'est quand la discussion n'avait pas été, assez poussée sur ce point ou quand elle avait pas eu lieu. Et par exemple, un cas qu'on voit souvent, c'est, bah, des associés avec un CTO et un CEO. Il y a pas eu de cession de droits de propriété intellectuelle, ça se passe mal, le CTO doit partir, mais il s'en va avec tout le code informatique qui est protégé par le droit d'auteur.
Donc là, forcément, il y a des négociations, il y a un peu de chantage, et ça nuit au projet parce que le temps passé à s'écharper entre associés, en fait, c'est du temps qui est pas passé sur le projet. Donc là, voilà, nous, on essaie toujours de trouver des solutions amiables, pour éviter de perdre davantage de temps. Mais c'est des trucs qui peuvent être évités si les discussions ont lieu au bon moment, quoi. Et mis sur un pacte? Exactement, contractualisé, via un pacte entre associés, ouais. Parce que du coup, il y a des statuts d'une société qui sont là pour plutôt les objets de la société, la manière dont on va créer les actions qui les a. Et le pacte, c'est quelque chose qui va pas forcément être publié sur paper, ce genre de choses, mais c'est des accords plus bilatéraux entre les fondateurs et ce qu'on attend d'eux, entre eux, c'est ça? Exactement. Les statuts, voilà, c'est public, c'est ce qui régit, les règles de fonctionnement de la société. Une grosse particularité, c'est qu'ils peuvent être, modifiés selon des majorités qu'ils prévoient eux-mêmes. Certaines sont prévues par la loi, mais généralement, à 50 on peut modifier les statuts. Le pacte, c'est un accord entre associés, donc qui n'engage pas forcément la société, qui peut être modifié qu'à l'unanimité. Du coup, ça protège beaucoup plus, les associés et qui prévoit généralement tout un tas de clauses, en termes de gouvernance, qui va assurer la présidence, en termes de liquidité, quand est-ce qu'on sort? Qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui sort? Est-ce que les autres ont le droit de sortir? En termes d'implication, qu'est-ce qu'on attend de chacun des associés et qu'est-ce qui se passe si, chacun des associés remplit pas sa part du travail? Ok. Ça, c'est ton rôle d'avocat généraliste. Tu es avocat fiscaliste. On voit aujourd'hui beaucoup de sujets passer sur le changement de fiscalité potentiellement en France, d'être de plus en plus à chercher de l'argent à droite à gauche pour combler les caisses de l'État. Quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, j'ai pas du tout eu la verticale de comment structurer au mieux son business. Ensuite, j'ai appris qu'il fallait créer potentiellement des holdings. Ensuite, j'ai appris les régimes mère-fille. Ensuite, j'ai appris qu'en fait, j'avais pas besoin de me taper des dizaines de pourcents de fiscalité, que ça peut être de l'ordre de quelques pourcents. Tout ça, là, c'est structuration dont on peut entendre parler sur les réseaux, créer sa holding et affilier avec ces différentes structures. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire day one pour un entrepreneur ou est-ce que c'est des choses qu'on fait au fur et à mesure quand la structure qui rapporte de l'argent fonctionne? C'est quoi ton conseil? Ben, je pense que si c'est un 1er projet entrepreneurial, franchement, je pense que c'est pas la préoccupation qu'on doit avoir en 1er lieu. Ça ferait perdre du temps, pour des trucs qui sont incertains. Enfin, moi, ça me dérange toujours les gens qui sont trop préoccupés par le côté patrimonial, alors même qu'ils ont pas encore Le d'actifs, quoi. patrimoine, ouais. OK, Ouais. ouais. Hem, c'est des trucs en plus qui peuvent se rattraper par la suite. Typiquement optimiser, un exit, ça peut se faire, en cours de route, ça peut même se faire peu de temps avant l'exit. Donc quand on le fait day one, pourquoi pas quand on a déjà plein d'expérience parce qu'on sait exactement où on va aller et ça permet d'avoir plus de marge de manœuvre. Mais si on le fait pas, il y a toujours possibilité d'optimiser, juste avant la session, quoi. OK et ça serait de faire quoi du coup? Une holding avant la session, ce genre de choses? Voilà, c'est ça le dispositif, roi, quoi. C'est ce qu'on appelle, l'apport cession. C'est-à-dire que, un entrepreneur qui a créé une boîte, qui va vendre ses titres, 10 000 000 €, en fait, au lieu de les vendre, et d'encaisser une plus-value qui sera imposable à la flat tax à 30, il va les apporter à une holding qui contrôle, qui sera du coup la détentrice des actions. Et c'est la holding qui va vendre les parts, qui va toucher les 10 000 000 €. Ce qui va permettre d'avoir un dispositif qui permet de reporter l'imposition, voire de ne jamais l'appliquer, si la holding réinvestit un certain pourcentage qui change en fonction des années, entre 50 et 60 dans des activités, économiques. Donc sur l'exemple, là, la société réinvestit 6 000 000 €, il y a 4 000 000 qui restent dans la société sans avoir été imposés, quoi. OK, très Mmh. clair et sur ta partie fiscale justement dans les excès de ces choses-là, parce que là, ce sont des choses, légales qui sont encadrées par la loi. Est-ce que tu as vu des excès de fou, des contrôles fiscaux énormes, et comment ça se solde? Comment ça se termine? Est-ce qu'il y a d'ailleurs vraiment des contrôles fiscaux ou est-ce que ça n'existe pas? Bah, c'est un truc, franchement, dans la crypto qui est assez récent. Jusqu'à présent, on avait des contrôles, mais c'était des cas extrêmes. Je pourrais te donner quelques anecdotes, mais c'était extrême. Là, depuis fin 2024, on voit qu'il y a une sorte de systématisation du contrôle sur la crypto. On voit que les vérificateurs viennent parce que c'est de la crypto, ou parce qu'il y a une activité en lien avec la crypto, et qui sont là pour ça. Je pense que ça s'explique par 2 choses. Déjà, bon, 2024, c'était l'année où la prescription sur 2021 était acquise. 2021, c'était la grosse année, de la bulle des NFT. Donc ça a attiré pas mal l'œil et il y a eu on a eu beaucoup de sujets là-dessus. Il y a aussi le fait que, l'administration récupère beaucoup d'infos des plateformes d'échange. Il y en a beaucoup en France ou d'autres qui essaient de se réguler en France et donc beaucoup plus accessible pour le fisc. Et la troisième chose, c'est que le fisc commence à se former. On a
plein de services différents qui interviennent sur nos dossiers, y compris des services à compétence nationale. Et donc on se dit, c'est peut-être aussi, l'envie d'avoir des agents dans chacun des services, déjà familiarisés avec les cryptos. En vue de quoi? En vue de 2026, puisqu'à partir de 2026, les plateformes d'échange, auront l'obligation chaque année, de transmettre automatiquement à l'administration fiscale la liste, tout l'historique, en fait, des transactions des utilisateurs. Et donc, le fisc va se retrouver avec, une masse de données, incroyable, en fait, qu'il suffira juste, d'exploiter. Ils pourront retourner combien de temps en arrière? Alors, normalement, c'est 3 ans. Quand on a oublié de déclarer un compte à l'étranger, ça peut être étendu à 10 ans. Ça OK. laisse du temps, quoi. Donc ça fait que Mmh. s'il y en a aujourd'hui qui se disent: «On peut passer entre la mailles du filet», il faut peut-être qu'ils rentrent dans l'ordre, dès à C'est présent, quoi. ça, exactement. Il faut au OK. moins qu'ils déclarent les comptes à l'étranger pour éviter que le délai soit étendu à 10 ans et effectivement se mettre en conformité, parce qu'avec l'échange Ouais, automatique, bien faire les choses. voilà, c'est ça. Ouais, C'est sans doute le meilleur tips. exactement. Et tu as vu des redressements fiscaux de l'ordre de millions d'euros, je sais pas, ou est-ce ou pas? Ouais, on a plusieurs, redressements sur des cryptos, de plusieurs millions d'euros. Voilà, ça se passe, bah, généralement, c'est des gens qui ont rien déclaré, donc ils se font tout redresser. Ça se passe plus ou moins bien, parfois, ça se passe pas trop mal, on arrive à limiter les pénalités, et finalement la personne doit payer, ce qu'elle aurait dû payer si elle avait déclaré avec une majoration quand même. Parfois ça se passe plus mal parce que, en plus, il y a eu des montages pour essayer de dissimuler, le produit de l'infraction et donc on a des procédures qui finissent en correctionnel puisque, voilà, après un contrôle fiscal, le fisc, dans certains cas, a l'obligation de renvoyer au procureur le dossier pour D'accord. qu'il juge l'opportunité de poursuivre, pour fraude fiscale, quoi. D'accord. Mmh. Et comment ça marche? C'est-à-dire que est-ce que c'est un peu comme ce qu'on a en tête, dans des films, où il y a quelqu'un qui sonne, et puis c'est parti, on va regarder si ce tableau-là, il est beau, s'il est pas trop cher et ainsi de suite? Ou est-ce que c'est une notification et il faut envoyer tout par mail et ensuite on va même plus se déplacer, ou le contrôleur ne se déplace plus? Ça correspond à quoi aujourd'hui, un contrôle fiscal? Non, généralement, le côté, visite à domicile, c'est assez rare. C'est assez rare, il y a 2 types de contrôle. Il y a le contrôle sur pièce, donc là, en fait, le contrôleur, fait son petit contrôle dans son bureau, il t'envoie la note, quand il a terminé. Donc là, tu as même pas d'échange avec le contrôleur avant d'avoir les résultats du contrôle. OK. Ça, ce sera possible surtout quand tu auras l'échange d'informations parce qu'ils pourront voir, bon, bah, untel a vendu 10 000 € de crypto sur Binance, dans sa déclaration, je vois 0, il pourra seulement envoyer la note, quoi, le vérificateur. Mais là, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est plutôt des contrôles sur place et quand on dit sur place, c'est pas forcément, chez le contribuable. C'est plus généralement dans les locaux de l'administration fiscale ou éventuellement, quand il y a un conseil, dans les locaux du conseil, de l'avocat. En revanche, effectivement, il y a une partie un peu plus qui rapproche un peu plus de l'image qu'on se fait, c'est qu'il y a des procédures de perquisition fiscale aussi qui peuvent être mises en œuvre et donc là, effectivement, c'est l'administration fiscale qui, sur autorisation d'un juge, débarque à 6 heures du matin chez les entrepreneurs, chez les personnes physiques, aux sièges sociaux des sociétés et embarque, les disques durs, les ordis, et tous les documents, qu'elle veut embarquer. Ça, c'est beaucoup plus rare. Généralement, c'est plus pour, des problématiques liées au lieu de déclaration de l'activité, donc pour débusquer une activité occulte, pour débusquer une activité non déclarée en France, voilà. Pour finir le podcast, Alexandre, si tu as un seul conseil à donner à un entrepreneur du niveau de maturité de nos startups, ça serait lequel? Ben, c'est un peu, peut-être, paradoxal, mais je dirais, finalement de se focus sur le business avant de se focus sur le juridique. OK. D'avoir un bon avocat, pour déléguer les sujets s'il y en a, Ton nom sera en mais description, Alexandre. voilà, merci, mais en tout cas, voilà, ce qui compte, nous, on préfère avoir un client qui est archi carré sur son business, qui connaît tout de son business et ensuite on l'aide. Mais se préoccuper de problématiques juridiques avant même d'avoir développé son projet, pour moi, c'est contre-productif. En fait, Mmh. c'est de se lancer. C'est ça, se lancer et avec, se lancer et se concentrer sur, ce qu'on sait faire, quoi. Trop bien. Merci, Alexandre. Merci Valentin.